Vous assurez, je le sais, le soir des élections européennes, si on fait 1%, 2%, bon, voilà, ça sera business as usual, mais ça ne sera pas grave pour eux. Si on fait un score du style 7, 8%, là, ça va être panique à bord à l'Élysée. François Asselineau, bonsoir à vous. Union populaire Bonsoir. républicaine, vous êtes sa tête de liste, vous avez 61 ans, vous êtes un haut fonctionnaire en disponibilité et vous avez été également candidat à la présidentielle en 2010. Et là, j'ai le score, c'était 0,92%. François Asselineau qui commençait, qu'avez-vous donc apporté? Eh bien, j'ai apporté un objet que voici, qui est une paire de menottes au drapeau européen. Il faut savoir que les Français comprennent que toutes les politiques en matière stratégique sont fixées par les traités européens d'une part et par le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques publiées par la Commission européenne chaque année pour chaque pays. Par exemple, la suppression de l'ISF a été réclamée par la Commission européenne. Par exemple, la privatisation de Engie, la privatisation de la SNCF, la privatisation d'EDF a été réclamée par le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne en 2015. Par exemple également la réforme des retraites, la démolition du droit du travail, par exemple également la fusion des communes. Allez regarder le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est publié par la Commission en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je suis toujours surpris de constater que tous les candidats qui se présentent oublient de préciser l'existence de ce... Et vous n'oubliez pas le temps. Une minute, le temps est imparti. J'ai voilà quand même pour les menottes de une François chose à dire, c'est Asselineau. que j'ai apporté... Non, monsieur Asselineau, il y a des règles. Vous aurez l'occasion d'en parler. La solution, la clé c'est des le Brexit, menottes. la clé bleu-blanc-rouge, Évidemment. pour en sortir. Alors merci. La France insoumise, qui elle dit que finalement Schengen c'est une impasse. Bref, il ne rêve que la gauche et les Verts pour continuer à s'intéresser à l'accueil des migrants et refuser le tournant sécuritaire. Alors je voudrais savoir... On s'intéresse à l'accueil des migrants, je me permets. Je sais, mais vous sortez bien de la place de Schengen. Pour vous, c'est bien vos... Ça ne veut pas dire sortir de l'espace Schengen, mais j'espère... le débat va commencer dans un instant. Poursuivez, Nathalie. J'aimerais aussi préciser que nous proposons de soumettre au référendum la sortie de l'espace Schengen. Alors si vous voulez, on va y venir. Vous aurez tout votre temps. Je voulais juste continuer pour vous. Nous, on a fait, il se trouve, un autre choix, qui est celui de transformer de l'intérieur, avec nos alliés, cette Union européenne passoire, cette Union européenne incapable de protéger les peuples, en une Europe des nations libres, souveraines, protégées et prospères. Et c'est ce qui a fait effectivement Ariane et Airbus par le passé. De faire le maximum face à une décision que les Britanniques ont prise, que nous respectons, mais qui a été prise sur la base de slogans simplistes, de manipulation, de mensonges. On voit que quand on parle un peu vite, avec des solutions à l'emporte-pièce, aujourd'hui, personne n'empêche les Britanniques de sortir, mais les Britanniques, ils ne savent pas où ils veulent aller, ils sont perdus, c'est la division et c'est le chaos. En tout cas, ce qu'on voit... La démocratie, donc on est d'accord avec vous, en réalité. Vous êtes de ceux qui nous expliquent qu'il faut aujourd'hui revoter, par exemple. Pas du tout. Vous êtes de ceux qui nous expliquent aujourd'hui que le Royaume-Uni doit assumer sa décision et doit aller au bout. La réalité, c'est que l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée, que le chômage, là-bas, n'a jamais été aussi bas depuis 45 ans, que le niveau des salaires a augmenté beaucoup plus que l'inflation. Ce sont des faits très concrets. Je vous invite d'ailleurs à entendre l'analyse de M. Langlais, économiste reconnu, qui nous explique que l'économie britannique est assez solide. Ce n'est pas un débat à deux, ça ne nous a pas échappé. Il y a encore 10 personnes qui n'ont pas pris la parole. On va donner la parole à Florian. On se demande pourquoi le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne si le bilan est si positif. Alors justement, ils ont voté. Moi, j'étais à Londres le 29 mars dernier, à l'invitation de notre allié Nigel Farage, qui d'ailleurs soutient les Patriotes, et je l'en remercie. Et j'ai vu des interpellations... En fait, dans la foule, on a des vidéos sur le sujet. Commencez pas à être casse-pied, monsieur Asselineau. Vous allez mieux que ça. C'est un débat entre souverainistes. Il se trouve...
Voilà, je vous fais une petite vidéo depuis Londres, exactement devant Westminster, où quelques manifestants commencent à se regrouper, mais la grande manifestation c'est cet après-midi devant le Parlement britannique. Et nous sommes venus, Mireille Dornano et moi-même, du Parlement européen, eurodéputés patriotes, pour rejoindre notre ami et allié Nigel Farage, qui mène la March to Live, c'est-à-dire la marche pour la liberté, pour faire respecter le vote des Britanniques sur le Brexit, et qui va crier, clamer cette volonté de respect de la démocratie et cette soif de souveraineté qui a évidemment marqué le destin des Britanniques ces dernières années. Nous porterons également avec nos drapeaux français l'idée d'une France libre, d'un Frexit, qui est très important et essentiel absolument pour nous. Et nous sommes là pour montrer que des nations libres, indépendantes, seront demain de vrais alliés, de vraies nations amies, pour récupérer ce qui fait la souveraineté et la liberté des peuples, et donc ce qui leur assure le bien-être, la protection et la prospérité. Je vous donnerai des nouvelles dans la journée de cet événement historique. Eh bien alors, je suis heureux de vous accueillir ici. En fait, je vais vous le dire, c'est le plus grand rassemblement politique français, avec des Français venus de France, qui se soit tenu au Royaume-Uni depuis 1940. De conclure, eh bien, nous n'avons pas encore quitté l'Union européenne et aujourd'hui, on aurait dû faire la fête. Malheureusement, on ne fait pas la fête. Aujourd'hui, nous lançons un cri de rappel. Les forces du Remain, les forces antidémocratiques se sont assemblées, ont énormément de fonds, énormément d'argent. Ils ont des organisations énormes et il y a un nouveau parti qui s'appelle le groupe indépendant qui vient d'être lancé et ils sont déterminés à ne pas respecter le référendum et à nous laisser au sein de l'Union européenne. Et nous n'allons pas leur permettre de faire cela. Nous allons quitter l'Union européenne. Et je sais qu'en France, vous faites campagne pour quitter l'Union européenne aussi. Et ensemble, lorsque nous allons partir ce soir, en tant que Brexiteurs, Frexiteurs, eh bien, je propose que l'on se dise aux armes citoyens. Ce qui est important à respecter, c'est d'abord la souveraineté populaire. Et quoi qu'on pense du résultat du vote au Brexit, ils ont décidé, il faut respecter leur vote. Et je remarque qu'il y a une fâcheuse tendance dans l'Union européenne à s'asseoir sur les votes populaires. On pense évidemment au vote de 2005 où les Français ont quand même voté à plus de 55% pour le non au traité constitutionnel européen. Et puis la droite au pouvoir à ce moment-là a compris un oui. Et puis ensuite, les socialistes qui étaient au pouvoir après nous avaient promis de renégocier ce traité et ils ne l'ont pas renégocié. Et je pense que le Brexit, en réalité, il est le symptôme d'une dislocation de l'Union européenne. Quand l'Union européenne s'éloigne des peuples européens, en réalité, les peuples européens finissent par s'éloigner de cette Union européenne. Donc le Brexit, c'est l'occasion de remettre à plat la construction européenne, de s'apercevoir des impasses de cette compétition de tous contre tous dans laquelle nous a amené l'Union européenne et de remettre à plat ces règles pour d'abord respecter la souveraineté populaire. Quand il y a des votes, on les respecte. Et le vote du non de 2005, c'était aussi un vote pour refonder et reconstruire cette Union européenne, mais sur d'autres bases. Moi, je vous dis, Monsieur Jadot, ce n'est pas l'Europe à tout prix, c'est l'Europe, oui, mais sur des bases de souveraineté populaire, sur les bases climatiques, sur des bases de justice fiscale. Et je crois qu'on doit se servir du Brexit comme un signal d'alerte pour refonder sur cette base-là. Il faut s'en donner les moyens et c'est ce que nous proposons. J'ai bien compris que pour vous, c'était l'Europe, on la change ou on la quitte. Pour nous, c'est l'Europe, on y est et on la change. C'est deux choses totalement différentes. Nous n'acceptons pas, nous nous donnons les moyens de la transition écologique. Deux choses totalement si j'ai été interpellée, je vais répondre rapidement. Nous nous donnons les moyens. Comment faites-vous la transition écologique quand vous avez juste 3% de déficit? Comment faites-vous la transition écologique avec le libre-échange et 12 traités de libre-échange qui vont être signés et organiser le grand déménagement?
Comment faites-vous la transition écologique quand Manon Aubry, on parlera de transition. Je pense que c'est l'enjeu majeur. On parlera de transition écologique, si vous le voulez bien, dans la seconde partie. J'espère, madame, que vous serez élue au Parlement européen. Vous verrez qu'on peut faire plein de choses sans changer les traités. Sur la pêche électrique, sur les énergies renouvelables, sur le glyphosate, tellement et qu'on est même sur une trajectoire de 3 degrés de réchauffement climatique. Donc, mais je pense Manon, que ça merci. Manon Aubry, vous avez changé l'ambition. Il faut arrêter là. Il faut avoir le. Moi, je ne suis pas favorable à une sortie de l'Union européenne. Cela dit, il faut évidemment respecter la voix des Britanniques. Sur le Brexit, on va donner la parole sur ce thème-là une dernière fois au candidat du Frexit, François Asselineau. Je trouve qu'il faut quand même une sacrée audace pour décrire la situation britannique comme un chaos. J'étais au dernier week-end. Quand on regarde à la télé tous les soirs au 20h, ça fait pas envie. Hein. Oui, mais ça, c'est la propagande officielle en France. Attendez, j'étais. Et les pertes d'emploi, M. Asselineau, c'est de la propagande. Vous me laissez parler ? Allez-y. J'étais au dernier week-end à Londres. Il faisait beau, les gens étaient à Hyde Park, les gens pique-niquaient. Et au même moment, je regardais. Vous avez raison, ils vivent encore. Et au même moment, je regardais sur mon téléphone les nouvelles venues de Paris, où il y avait des émeutes pour la 20e fois des Gilets jaunes. Et ces émeutes des Gilets jaunes sont dues au fait que l'on impose à la population française des réformes qu'ils ne veulent pas et qui mènent la France à la ruine et à la dégradation du niveau de vie général. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts à partir du 15 du mois. En réalité, la situation au Royaume-Uni devait être catastrophique, paraît-il, et Madame Loiseau nous rechante cette même chanson. Madame Lagarde avait dit, dès les prochains jours suivant le référendum, si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, ça sera la catastrophe. Monsieur Macron avait dit qu'il attendait 300 000 cadres avec le tapis rouge en France. La réalité, c'est que le taux de chômage est tombé à 3,9% au Royaume-Uni. La vérité, c'est que le commerce extérieur se rétablit. La vérité, c'est que les Britanniques sont en train de reprendre main avec leur avenir. Le problème qui se pose, c'est que ce sont les parlementaires qui ne veulent pas appliquer la décision du peuple. La réalité, c'est que nous sommes comme en 2005, et je suis d'accord avec Mme Aubry et avec M. Brossard, ils ont attendu 2 ans et demi, les européistes, avant de repointer le museau pour dire on va empêcher les Britanniques d'avoir le Brexit. Voilà, François, on va juste préciser que souvent les politiques n'aiment pas les 20 heures, mais que les 20 heures sont des journaux d'actualité et non pas des journaux de propagande, c'est aussi bien de le dire. Juste avant les européennes, il faut changer. Il faut changer Schengen, il faut mettre un bouclier social, etc. Mais est-ce que vous connaissez des gens qui ont créé quelque chose qui seront capables de le réformer? Je ne le crois pas un instant. Ils nous ont menti à chaque élection. Je reviens sur Schengen. Schengen ne marche pas. Moi, j'ai du bon sens. Je suis convaincu qu'il faut revenir à des frontières nationales, car la frontière, et ça m'a beaucoup choqué ce qu'a dit M. Lagarde, mais qui est cohérent d'ailleurs parce qu'il est fédéraliste. À chacun, on a notre cohérence dans un certain sens. Les frontières ne sont pas un mur. Tous les pays du monde ont des frontières. Les frontières, c'est comme une porte. Ça s'ouvre, ça se ferme. Et je prends toujours l'image d'une copropriété. L'Europe, c'est comme un immeuble. Le syndic de copropriété, avec les propriétaires, décide de supprimer toutes les portes des appartements. Est-ce que vous acceptez dans vos appartements, si vous habitez en immeuble, de supprimer les portes de votre appartement, de laisser juste un vague code en bas, parce qu'il n'y a pas de frontière européenne contrôlée, et puis l'immeuble devient un squat, et on vient se servir dans votre frigidaire? Ça suffit. Maintenant, au lieu d'être propriétaire de sa maison individuelle, il est propriétaire d'un appartement, dans une copropriété de 6 appartements. Alors certes, il peut chez lui changer la couleur dans son appartement, mais il ne peut plus changer les volets, il ne peut plus changer la toiture, il ne peut plus changer la couleur de la cage d'escalier parce qu'il lui faut obtenir l'autorisation des 5 autres copropriétaires. Donc déjà, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Il va falloir obtenir l'autorisation des 5 autres. Or, l'être humain étant ce qu'il est, et les Français étant ce qu'ils sont d'ailleurs, il est bien rare de s'entendre merveilleusement bien avec ses 5 voisins, surtout lorsqu'il s'agit de choisir une couleur, par exemple. Et donc tout va devenir beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, et on va se tourner vers le syndic, qui n'habite pas dans l'immeuble, et qui est celui qui va trancher les conflits à l'intérieur de l'immeuble. Mais si maintenant, au lieu d'être dans une copropriété avec 6 copropriétaires, on est dans une copropriété avec 27 copropriétaires dans un immeuble, à ce moment-là, plus personne ne décide de rien. Parce que c'est tellement compliqué, d'ailleurs les gens ne se connaissent pas. La personne qui habite au 3e, par exemple, connaît très bien des amis qui sont à 500 mètres, des parents qui peuvent être même, je ne sais pas, expatriés, peut avoir un frère expatrié au Japon ou en Australie. Donc il a des liens avec des personnes situées parfois très loin, mais en revanche, il peut très bien ne pas du tout connaître le propriétaire du 15e étage.
Il n'y a plus aucun lien. Et donc, dans ces conditions, c'est le syndic extérieur qui décide de tout. Alors, il faut voir comment ça marche pour bien comprendre. Vous avez compris que la métaphore que je présente devant vous, la maison individuelle, c'est un pays indépendant et souverain. La copropriété avec 6 appartements, c'est l'Europe des 6. Et la copropriété avec 27 appartements, c'est l'Europe à 27. Notez d'ailleurs le génie de la langue française. Le génie de la langue française, dans les années 60, on disait l'Europe des 6. Et maintenant, on dit l'Europe à 27. C'est-à-dire que inconsciemment, dans notre inconscient collectif, quand on disait l'Europe des 6, c'était une Europe qui émanait de nous. Des 6, ça voulait dire qu'on avait le sentiment d'être encore un peu ceux qui voulions cette affaire. Maintenant, quand on dit l'Europe à 27, c'est que c'est un truc qui dépasse la volonté de qui que ce soit. Il faut des frontières nationales. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que si on dit, moi j'entends bien les discours ici, hein, copropriété, on va changer de compagnie aérienne dans l'avion, je ne sais quoi, ça fait 40 ans qu'on dit ça. Que les élections sont devenues un peu des espèces de rites procéduraux sans grande conséquence. En fait, c'est l'exemple que j'ai pris qui vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est bien illustratif. C'est comme si on faisait monter le peuple français dans un avion dont le plan de vol était déjà fixé. Paris-Berlin. Mais les Français ne le savent pas. Ils montent, et on leur fait défiler dans l'allée centrale de l'avion un commandant de bord à choisir. Alors il y en a un, tiens, il est jeune, il est mignon, etc. Ah là, c'est une femme. Ah tiens, celui-là, il y a un. Oh là, ça a l'air, c'est gros gneu, etc. Donc on voit défiler, alors il y a un commandant de bord qui dit « Pensez vacances, les amis !» Bon. Finalement, les Français, enfin le peuple, les passagers disent « Moi, il m'a promis des vacances, on va sans doute aller à... peut-être aux Antilles, ou peut-être ou à Djerba, je ne sais pas. En tout cas, il nous a promis des vacances. Hein. Donc moi, je vote pour lui. En plus de ça, on ne voit que lui. Il est élu. Après ça, on voit débouler des contingents de stewards et d'hôtesses qui se rattachent à tel ou tel commandant de bord. Et donc il y en a un, alors là, c'est les élections législatives. Donc il y en a qui disent « Ah ben non, nous on est habitués à travailler avec le commandant de bord que vous allez choisir. » Vous dites « Bah tiens, ils vont former une belle équipe, je vais voter pour eux. » Ça, c'est les législatives. Et puis le commandant de bord va s'installer, les hôtesses vous disent « Allez, attachez vos ceintures. » Et puis on décolle. Et puis l'avion plein nord. Les Français se disaient, mais je pensais aller aux Antilles, ou je pensais aller au Sénégal, etc. C'est plein nord, et puis on leur dit, ben voilà, vous allez vous poser à Berlin, il fait moins 5. Et là, les Français sont furax. En 5 ans, il y a eu 18 millions de migrants en Europe. Il serait peut-être quand même temps à un moment de se poser des questions. 18 millions, n'importe quoi. Prenez les millions. Que tous les fact-checking n'importe quoi. Prenez les millions de migrants qui sont arrivés en Europe. Pas en 5 ans. C'est Trump. Ça devrait être faisable. Vous pouvez toujours chercher. C'est Trump. Prenez. Non mais attendez. Combien Mme Merkel a accueilli? Combien Mme Merkel a accueilli? Il y en a eu 1 million en 2015. Plus d'un million. Mais n'importe quoi. Plus d'un million. Est-ce qu'on donne la parole? Non mais attendez. On va donner la parole. Attendez. Est-ce qu'on peut accueillir rapidement, toute la misère du monde? C'est Michel Rocard qui n'était pas... On a entendu. Jean-Christophe Lagarde, je suis obligé de vous arrêter. Je suis obligé de vous arrêter. Soit ce seront 2,5 milliards de clients, soit 2,5 milliards de migrants. Je préfère avoir des clients. On a entendu. Alors, on va être. Excusez-moi. Il faudrait pas non plus. Voilà, c'est même le public qui dit chute. Il faudrait pas non plus que ce débat sur l'Europe se résume à un débat sur l'immigration. Donc il y a deux personnes qui sont très en retard. On va donner la parole, si vous le voulez bien, à François Asselineau sur cette question des migrants. Donc aujourd'hui, finalement, il y a des migrants en Méditerranée qui continuent d'arriver. Demain, tout le monde l'a dit, il y aura des questions sur les migrations économiques, climatiques, des demandeurs d'asile. Vous, François Asselineau, quel est votre remède? J'aimerais qu'on revienne sur un point fondamental. Pourquoi y a-t-il eu tous ces migrants récemment? C'est tout simplement parce qu'on a démoli la Libye, le régime libyen. C'est vrai. Qu'on a démoli ensuite le régime syrien, après avoir démoli le régime irakien, c'est-à-dire d'ailleurs les régimes laïques du Moyen-Orient. C'est très juste. Et la France s'est assise dans cette position parce que nous sommes, par l'intermédiaire des traités européens, placés sous la tutelle de l'OTAN et que nous suivons la géopolitique américaine. L'article 42 du TUE. C'est la raison pour laquelle
Moi, je voudrais dire qu'on ne peut pas, je ne vous ai pas interrompu, on ne peut pas à la fois dire que l'on construit l'Europe avec des frontières pour se protéger du reste du monde et dire par ailleurs que l'on est favorable au développement des liens avec, par exemple, la francophonie. Il faut choisir entre l'Union européenne et la francophonie, il faut choisir. Or, on a choisi. La France actuellement, les Français donnent sans le savoir, par l'intermédiaire des fonds européens, plus de 2 milliards d'euros chaque année à la Pologne, plus de 600-800 millions à la Hongrie. Nous donnons actuellement 80 à 100 fois plus d'argent par habitant en Estonie, en Lettonie, en Lituanie qu'au Sénégal ou au Mali. C'est la raison pour laquelle sortir de l'Union européenne, contrairement à ce que certains croient, ça n'est pas se refermer sur la France, c'est au contraire renouer avec nos amitiés traditionnelles et fournir à ces peuples d'Afrique qui nous sont si proches les moyens du développement afin de stabiliser leur population. Tout le reste est littérature. Voilà, on voit Ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui, c'est une corruption, c'est-à-dire la captation de l'intérêt général par des intérêts particuliers. Et donc la première chose à faire, c'est d'installer une haute autorité de la transparence et de mener une lutte farouche contre les lobbies. Il faut qu'on envoie à Bruxelles des combattants, des gens qui vont refuser d'être financés par Bayer, Monsanto, comme le parti ALDE, des gens qui vont rétablir l'autorité du politique. Je voudrais juste vous signaler quelque chose. On est en direct, il est 22h38, on n'a pas encore beaucoup avancé. Si vous ne voulez pas vous coucher trop tard et ne souhaitez pas que vos électeurs aient des cernes demain matin, il faut être un peu plus discipliné. François Asselineau, vous voulez sortir de l'Union européenne, mais est-ce que malgré tout, compte tenu du fait qu'elle existe aujourd'hui, vous voulez en changer les règles? Non, mais attendez, de quoi on parle là? On parle d'élire 79 députés sur 751. C'est-à-dire 10,5% des députés seront français. Vous voyez d'ailleurs ici, à 12, on n'arrive déjà pas à s'entendre. Vous devriez, pour faire une démonstration devant le public français, pour que les Français comprennent bien ce que c'est que l'Europe, avoir une réunion non pas avec 12, non pas vous battre avec le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'État, mais avoir une réunion à 28, parlant 24 langues différentes. Et vous verriez à quoi on arrive. On arrive à un blocage absolu. Alors moi, j'ai créé un parti, il y a 12 ans. Je mets au défi quiconque ici de prouver le contraire. Il y a 12 ans, j'ai créé un parti politique pour dire qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de sortir de cette prison. Parce qu'on a, comme d'habitude, tous les 5 ans, le concours à qui aura la meilleure autre Europe, n'est-ce pas? Avec un grand prix du meilleur acteur. Alors chacun y va de son autre Europe. Mais le problème, c'est que tout le monde s'en fiche. C'est comme le programme de M. Macron. Vous savez, il a fait une tribune qui a été publiée dans 27 journaux. Mais déjà, les Français, personne ne l'a lu. Alors vous imaginez qu'en Bulgarie, son article, il a servi à emballer les œufs le lendemain matin. Tout le monde s'en fout. Voilà la réalité. C'est la raison pour laquelle, si l'on veut vraiment récupérer la démocratie, répondre à la soif de démocratie des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est un formidable mouvement de soulèvement populaire, avec des gens de droite, des gens de gauche, etc., nous devons sortir de cette prison des peuples qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas fonctionner. La preuve en a été apportée depuis 40 ans. Et nous sommes au bout. Qui se réveille. Non, il y a une gauche comme ça qui se réveille. Et donc, il ne faut pas la jouer solitaire. En tout cas, il faut qu'on aille tous ensemble pour construire une majorité de demain, social et écologique. C'était un droit de Benoît, non, ensemble. On a entendu votre réponse. Et on invite Yannick Jadot. Moi, je suis dans le groupe vert. C'est facile, vous mettez un bulletin vert, vous allez au groupe vert. La stratégie, c'est important, mais peut-être qu'on va sur la démocratie participative c'est clair. et les lobbies. Rassemblement, Yannick. Non. Et ensuite, Benoît, vous venez avec les primaires de la gauche. Ce qu'on va faire, et c'est dommage, là, vous avez les micros ouverts. Non, Yannick Jadot. Vous avez tous les micros ouverts, on va être obligé de les fermer au fur et à mesure, c'est dommage. Ça n'est pas un débat entre vous deux de ce côté-ci de l'estrade, s'il vous plaît. Jean-Christophe Lagarde. Vous le plateau, Nicolas Dupont-Aignan. Adhésion de la Serbie à l'Union européenne, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Vous votez, s'il vous plaît. Abstention. Ou abstention. Alors, on va voir les résultats s'afficher. Majorité de contre, contre Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Yann Brossa, Benoît Hamon, Florent Philippot, Nathalie Loiseau, Jordan Bardella, Nicolas Dupont-Aignan. C'est un festival de démagogie. La Serbie est un pays européen qui a vocation à rentrer dans l'Union européenne. C'est une évidence. Ce n'est pas parce qu'il y a une élection qu'on va faire semblant que la Serbie n'est pas européenne. Mais on peut pas. Stop à l'élargissement. Parce que le problème, c'est que ça fait. C'est pas demain matin la Serbie dans l'Union européenne. On est en train de tirer toujours plus la frontière de l'Union européenne. J'ai une amitié évidente pour la Serbie et pour les Serbes. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, l'élargissement, il allait beaucoup trop loin. Il est temps de dire stop.
Et il est temps de revenir un peu de bon sens à une Europe. On n'aurait pas intégré les pays de l'Est. On n'aurait pas intégré. Florian Philippot. Vous êtes au pouvoir depuis des années. S'il vous au plaît. pouvoir depuis Florian Philippot fait Ça fait signe. des années que vous promettez les mêmes choses aux Français. Je vous rappelle que les compteurs tournent quand même. C'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils ne tournent plus. Florian Philippot, rapidement, et après on passera au deuxième vote. On va s'arrêter là. Vote contre. Mais mes amis politiques, pourquoi voter contre? La Serbie, c'est un pays européen. C'est pas la Turquie. Mais si, il a vocation. On va s'arrêter sur la Serbie. Je suis interpellé. Non, vous n'avez pas été interpellé. Avez-vous été interpellé? Je dirais que j'ai été interpellé de la Turquie et je suis totalement pour l'entrée de la Serbie qui fait. Mais c'est curieux. C'est juste qu'il y a un processus de négociation. Aujourd'hui, la Serbie n'a pas l'acquis communautaire pour rentrer dans l'Union européenne. Mais si elle a l'acquis communautaire au bout de la négociation, donc elle pourra rentrer. Donc tu es pour. Allez, on passe à la question suivante. Après le Brexit. S'il vous plaît, vous savez qu'au Parlement européen, vous aurez un président de séance qui ne vous laissera pas faire. La prochaine fois, Thomas, prends son marteau. Vous aurez la parole sur le vote suivant, monsieur monsieur Asselineau. Moi, j'ose le dire, c'était une bonne chose. Pour nous mettre en dumping, en condition déloyale avec Après le Brexit, Raphaël Glucksmann, s'il vous plaît. Raphaël Glucksmann, s'il vous plaît. Après le Brexit, la France, c'est un deuxième vote. Monsieur Asselineau, c'est un deuxième vote. Et je vais finir. Monsieur Asselineau s'est abstenu. J'ai Prenez été 20 le secondes. seul parmi les 12 à m'abstenir. Oui, Je voudrais dire pourquoi. Premièrement, parce que nous voulons sortir de l'Union européenne, donc le sort de l'Union européenne ne nous concerne pas. Deuxièmement, parce que nous sommes des respectueux du droit international. Et le droit international, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Si la Serbie, le peuple serbe décide d'entrer dans l'Union européenne, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais, d'autant plus que nous voulons en sortir. Ça veut dire que les 11 autres candidats ici se projettent dans le fait qu'on va toujours rester dans Non, pas moi. Oui. Vous aimez bien votre truc, hein? Oui, je le trouve très bien. On passe au deuxième vote, s'il vous plaît. Alexandra. L'amusant, c'est qu'on nous a traînés dans la boue pendant des semaines. On nous a accusés de fake news parce qu'on avait osé se poser la question que peut-être un jour la France serait amenée à céder son siège au Conseil de sécurité de l'ONU quand on a évoqué l'épineuse question du traité. Mais vous faites parfois de très bonnes analyses, monsieur je vous remercie d'ailleurs. Et on vous remercie pour votre contribution au débat. Il est évident avec le budget. Le principe est le suivant. Le principe est très simple. Vous donnez 100 € à un ami, il vous en rend 60, et en plus, c'est lui qui vous dit ce que vous allez faire avec ces 60 €. Tiens, c'est mon la réalité, c'est que Monsieur Asselineau qui se félicite, je le dis pour les auditeurs. La réalité, c'est que l'argent de l'Europe, on dit souvent, mais c'est l'argent de l'Europe. C'est financé. Monsieur, c'est comme si je vous demandais de me donner un billet de 50 € et que je vous en redonnais 30 en disant merci qui? Nous allons y revenir en détail. Nous allons y revenir en Vous détail. n'avez pas interrompu les autres. Si je peux finir. Il y a de l'argent à récupérer, beaucoup d'argent à récupérer, mais cela veut dire qu'il faut changer complètement la structure de l'Union européenne, c'est-à-dire renégocier tous les traités pour passer à l'Europe des nations. Alors, on va demander à François frontières, Asselineau. mais- On a Monsieur Frexit à côté de vous. Mais vous me posez une question, je réponds. Ah oui, vous avez dit sur la les transaction financière, oui, les la ressources lutte propres. contre les paradis fiscaux, Ah, mais 1000 ça, milliards au niveau je l'ai européen, proposé on peut avoir de l'argent. avec Stéphanie Gibault. François Asselineau, est-ce que Je Monsieur Frexit me réjouis vraiment. Vous passez une bonne soirée, vous. Ah oui, parce que, tout ce que je disais au moment de l'élection présidentielle il y a 2 ans, désormais est sur la table. Il faut que les Français comprennent que lorsqu'ils voient un drapeau, par exemple, vous savez, on dit ici l'Europe investit pour votre avenir. On voit un drapeau bleu aux étoiles d'or. C'est notre argent, en fait, dont on nous a piqué un tiers. Et pour que vous compreniez bien l'ampleur du scandale, il y a un ministère, le ministère des Transports, en juillet dernier, qui a pointé du doigt le fait que, par exemple, sur le réseau des routes nationales non concédées, il y a actuellement 38% des ouvrages d'art qui sont en très grave difficulté et 7% qui menacent de s'effondrer. Et pour tenir les routes nationales en bon état, il manque 300 millions d'euros. Il manque 300 millions d'euros, il y a 7% des tunnels ou des ponts qui risquent de s'effondrer. Et au même moment, la France, par l'intermédiaire des fonds européens, donne par exemple 900 millions d'euros à la Hongrie. La Hongrie que M. Macron, par ailleurs, décrit comme l'abomination de la désolation. Ça veut dire que vous savez ce qui va se passer un jour. Un jour, il va se passer qu'il va y avoir un pont qui va s'effondrer, ou comme en Italie d'ailleurs, un pont qui va s'effondrer avec des scolaires ou des personnes âgées dans un autocar. Il y aura 15 ou 20 morts et les gens diront que fait l'État.
Eh bien, c'est parce que l'État n'a pas les moyens de consacrer tout cet argent, par exemple, à la réflexion des routes. Merci François Asselineau. C'est un scandale. Merci François Asselineau. Raphaël Glucksmann. Vous avez raison, vos idées sont de plus en plus reprises. Et c'est bien le problème, et c'est bien le danger. Non, attendez, c'est un danger de sauver nos routes. La parole est à Raphaël Glucksmann à présent. C'est un danger. Attendez, c'est un danger c'est pas d'entretenir nos routes. Si vous écoutez sa réponse, peut-être que vous l'entendrez. Je peux terminer. C'est pas les contributions nettes qui tuent nos routes. Mais êtes-vous pour ou contre, ou souhaitez-vous vous abstenir sur la question, pour ou contre l'interdiction définitive du glyphosate en Europe en 2023? C'est très précis. Pour ou contre l'interdiction définitive du glyphosate en 2023? Vous votez. On va découvrir vos votes dans quelques secondes. Si on est pour l'interdiction immédiate, on vote pour ou contre? Ah bon? C'est 2023 qui pose problème. Eh bien, vous vous abstenez, vous nous expliquerez pourquoi. Voilà. Non, mais si on est pour, c'est en 2023, au plus tard. Au plus tard. Au plus tard. Alors, c'est 2023, c'est l'inscription définitive en 2023. Pour. Une abstention, Yannick Jadot. Vous avez déjà beaucoup d'avance. Sortie immédiate. Sortie immédiate. Raphaël Glucksmann. Mais on est tous d'accord Alors pourquoi vous avez voté 5 ans, Yannick Jadot? À condition qu'on les remplace par des molécules pas mis dans la loi. Alors là, vous êtes en train de parler. Là, vous êtes en train de parler tous en même temps. François Asselineau, vous voulez réagir Ce que je trouve fascinant dans ce débat depuis ce soir, c'est que tous les sujets que l'on aborde, on montre que l'Europe ne marche pas. Oui. Et à chaque fois, tous les participants disent c'est le concours Lépine, comme disait tout à l'heure quelqu'un, de l'autre Europe. Moi, j'en reviens aux fondamentaux. Quel est le pays du monde qui a le mieux réussi la transition énergétique? La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne. Quels sont les 3 pays de l'Union européenne où l'on vit le mieux et où l'environnement est le mieux préservé? La Suisse, la Norvège, l'Islande, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Voilà ce que je voulais dire. Et effectivement, le modèle économique qui est imposé par les traités européens en matière agricole comme en matière de trafic des marchandises impose en fait la destruction de notre environnement. C'est tout. Si les Français veulent vraiment défendre l'environnement, eh bien chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. On s'occupe de notre environnement à nous et on ne dépend pas de négociations avec Pierre-Paul ou Jacques qui vont mettre des bâtons dans les roues pour empêcher de protéger l'environnement. Nathalie Loiseau, s'il vous plaît, ensuite sera Benoît Hamon et on passera au dernier vote avant vos conclusions, s'il vous plaît. Bon, il faut parler simple pour les Français. Bon, ils sont pas Surtout idiots. Non, ils sont pas du tout. Non, ils sont pas du tout idiots. Pas besoin de parler simple, parlez franchement. Ils sont pas idiots. D'ailleurs, ils savent qu'il y a 10 ans, vous disiez exactement la même chose. Changeons l'Europe. C'était il y a 10 ans. J'ai dit exactement. Je change pas d'avis. Allez-y, François Asselineau. Vous d'ailleurs, c'était il y a 14 ans. Il fallait changer l'Europe pour les Verts, n'est-ce pas? Les Français, ils en ont marre. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on leur dit qu'on va changer l'Europe. Il faut savoir. Attendez, déjà, donnez-moi la parole. J'ai failli ne pas être invité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais vous êtes là. Alors, d'ailleurs, je pense que ce que je dis est repris par beaucoup. Je voudrais dire ici à tous les Français qui nous regardent. On n'était pas obligé de vous recevoir ce soir, mais on l'a fait malgré la décision en appel du Conseil d'État. Je vous en prie. Je voudrais dire à tous les Français qui nous regardent que l'on ne peut pas changer les traités sauf à l'unanimité. C'est-à-dire que sur tous les sujets, je dis bien tous les sujets, il y aura toujours 1, 2, 3, 4, 6 pays qui ne seront pas d'accord. C'est la raison pour laquelle on parle dans le vide tous les 5 ans depuis 40 ans sur changer l'Europe. J'en ai un paquet comme ça de tous ces partis qui sont ici présents qui veulent changer l'Europe. On ne peut pas. Et bien, quand on ne peut pas changer quelque chose, la seule chose que l'on puisse faire, c'est de mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir de l'Union européenne, ce qui ne veut pas dire se couper du monde, bien au contraire. Merci François Asselineau. Vous êtes tête de liste, les unes, les uns et les autres. Depuis des années, on voit des têtes de liste à chaque élection européenne qui se font élire et qui ensuite partent faire autre chose. Voici donc la question que nous vous posons. Si vous êtes élu, vous engagez-vous à rester député européen, députée européenne, jusqu'à la fin de votre mandat, c'est-à-dire en 2024, et donc vous pouvez voter cette fois-ci oui la réponse ou non. Et oui ou non. Démissionner en cours de... Alors, on va voir les résultats qui s'affichent. Est-ce que vous restez député européen jusqu'à la fin de votre mandat? Est-ce que c'est un engagement? Oui. Mais moi, je le fais. Oui. Je ne suis pas obligé de dire oui, moi je le fais. Et une abstention pour François Asselineau. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de candidat à la prochaine présidentielle, par exemple, pas de candidat à la députation. Tout le monde restera jusqu'au bout. Non, justement, c'est pour ça que j'ai voté abstention. Parce que vous serez candidat à la présidentielle. Je me suis abstenu parce que je compte bien être candidat à la prochaine présidentielle. Et ben voilà, en tout cas, tout ça est enregistré. De conviction. Je ne vais pas leur dire ça, en fait. Je vais faire un pas de côté. Je ne suis pas un politique professionnel. Vous savez, moi, l'Europe, c'est le combat de ma vie. Et je pense sincèrement que l'heure est extrêmement grave.
Elle est extrêmement grave parce qu'il y a le réchauffement climatique, il y a le tic-tac. C'est 2030, la bascule dans l'irréversibilité. Et elle est extrêmement grave parce que partout les nationalismes montent, parce que nos démocraties sont en danger, parce que les libertés reculent, parce qu'il y a une crise sociale immense. Et moi, j'ai eu du mal à rentrer dans ce débat parce qu'en fait, je regardais et je me disais, mais si la situation est si grave, pourquoi Benoît, pourquoi Yannick, on n'est pas en train de se battre ensemble, en fait pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose de commun? Et je me mettais dans la tête du téléspectateur, je sais que ce n'est pas du tout bien de faire ça, qui regardait et on exposait des idées et finalement c'était presque les mêmes. Et il y a une telle différence, il y a une telle différence entre nous et les nationalistes, entre nous et la folie de ce libéralisme sans limite, que en fait on n'arrivera pas à convaincre les gens d'aller voter, on n'arrivera pas à convaincre les gens de se lever. On est au bout. Si on ne s'unit pas, si on ne prend pas la conscience. J'ai parlé 2 minutes de moins avec les autres. On vous laisse 10 secondes de plus, parce que c'est vrai que vous avez si on ne prend pas la conscience que finalement notre comportement n'est pas à la hauteur des périls, notre comportement n'est pas du tout à la hauteur des périls, et en fait on s'en mordra les doigts, l'histoire nous jugera. Mais je sais qu'il y a d'autres logiques derrière. Merci. C'est dommage. Merci. Je voulais d'abord m'adresser à tous ceux qui hésitent d'aller voter le 26 mai. Je peux les comprendre, ce n'est pas une élection qui passionne. Et je voulais leur dire de se saisir de leur bulletin de vote, parce qu'avec un bulletin de vote, on pourra faire 3 coups pour ces élections. Le premier, le 26 mai, on pourra d'abord sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, cette politique en faveur des plus riches, notamment qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, et laisser dans les cartons les mauvaises réformes, la réforme des retraites, qui, comme par hasard, a été reportée à juste après les élections. Ensuite, un deuxième coup qu'on peut faire avec ce bulletin de vote, c'est envoyer au Parlement européen des femmes et des hommes, des parlementaires de combat, qui se battront pied à pied pour refuser les traités de libre-échange, le glyphosate et les pesticides, le travail détaché ou le plein pouvoir des lobbies, et qui défendront le service public, le protectionnisme solidaire, l'agriculture biologique, les droits sociaux, mais aussi la tolérance zéro contre les évadés fiscaux et contre les paradis fiscaux européens. Et troisième coup qu'on peut faire avec ce bulletin de vote, construire l'alternative avec nos alliés européens pour qu'on puisse enfin retrouver le chemin des jours heureux. Merci beaucoup Manon Aubry. À François Asselineau, pourquoi le 26 mai faudrait-il voter pour l'Union populaire républicaine? Selon vous, vous avez une minute. Je voudrais dire à mes compatriotes qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de l'Union européenne, ni de la construction européenne. D'autres l'ont fait. Le Groenland est sorti du marché commun dans les années 1983. L'île française de Saint-Barthélemy dans les Antilles est sortie du marché commun en changeant son statut de collectivité d'outre-mer en 2003. Eh bien, il y a une vie après l'Union européenne. D'ailleurs, nous avons 1,5 million de Français qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ce sont nos compatriotes qui vivent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La sortie de l'Union européenne, c'est d'abord vous rendre la démocratie. Vous avez vu, ici, vous avez les représentants, les 11 autres représentants sont des partis qui sont présents depuis 30 ans, 35 ans, 35 ans le Front National au Parlement européen, 40 ans, je ne vous ai pas interrompu, 40 ans au Parlement européen pour ce qui concerne les Républicains. Eh bien, moi, je vous dis, ou le Parti communiste, je vous dis, vous avez une chance unique, votez pour une liste totalement nouvelle qui vous propose la sortie sereine de l'Union européenne. François Asselineau. Exactement. Petite dernière question, par contre, je l'avais oublié, celle-là. Qu'est-ce que vous pensez de M. Philippot qui fait exactement, pour moi, un copier-coller de tout ce que vous faites, en fait? Parce que moi, je trouve, moi, je parle humainement, je trouve que c'est indécent ce qu'il est en train de faire. Reprendre les idées de quelqu'un, après en être fier, moi, je trouve ça indécent. C'est mon point de vue. Maintenant, si vous pouvez en dire un mot, parce que moi, ça me fait fichtrement rigoler, quoi. Ce qu'il est en train de faire, on dirait un clown. Parce que pour moi, en tout cas, un lion qui imite un lion, c'est un clown. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça, si vous avez un mot vite fait? Je ne voudrais pas être trop dans la polémique, mais c'est vrai que c'est une question que les journalistes me posent régulièrement. Écoutez, moi, je suis quelqu'un d'honnête et de sincère.
Moi, j'étais haut fonctionnaire, j'avais une carrière toute tracée. J'ai brisé ma carrière administrative. Je gagne beaucoup, beaucoup moins d'argent que ce que je pourrais gagner si j'avais continué ma carrière. Je l'ai fait ça depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Monsieur Philippot, il a adhéré au Front National il y a 7 ans. J'avais déjà créé l'UPR depuis 3 ans. Donc il n'a pas voulu adhérer à l'UPR, il est allé au Front National. Pendant 5 ans, il a été vice-président du Front National. Il a soutenu tous les dérapages racistes de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, etc. Il a soutenu le programme de Marine Le Pen jusqu'au 2e tour, qui elle avait bien écarté l'idée de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il l'a soutenu. Après ça, il a été candidat aux législatives. Il a soutenu le programme du Front National qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et puis il a été battu. Bon. À ce moment-là, il a décidé de quitter le Front National. Moi, vous savez, je suis de formation chrétienne. Donc moi, je considère, comme on dit dans les évangiles, les gens, ils ont le droit de s'être trompés, il faut la miséricorde, le pardon. Bon, quelqu'un peut se tromper honnêtement. Oui, moi aussi, j'ai fait des erreurs dans ma vie, hein, comme tout le monde. Ah bon, chacun, il peut évoluer. Bon. Mais normalement, s'il avait été sincère, il aurait dû démissionner de son poste de député européen qu'il avait acquis avec l'étiquette Front National. Pas du tout. Il l'a gardé, premièrement. Il se prévaut du fait qu'il est député européen pour passer dans les médias. C'est quand même un vol par rapport aux électeurs du Front National, puisque maintenant il crache sur l'étiquette FN. Deuxièmement, il aurait dû demander à adhérer à l'UPR, puisqu'il est d'accord maintenant avec ce que nous disons. Mais pas du tout. Il a créé son parti politique. Et après ça, comme il est dans des réseaux dans lesquels je ne suis pas, après ça, il s'est fait inviter par les grands médias, notamment par Bourdin sur RMC. Et Bourdin lui avait malicieusement, parce que Bourdin, il me connaissait, j'avais été à la présidentielle. Bourdin savait que j'étais le candidat du Frexit, déjà, on a la présidentielle. Bourdin lui a demandé, mais alors vous êtes le seul candidat du Frexit? Et Philippot a dit, oui, je suis le seul. C'est-à-dire que non seulement il nous a imités, mais en plus de ça, il a fait comme si je n'existais pas. Donc ça, c'est vraiment des procédés qui sont sordides, qui sont c'est pas très sincère. Non. Et puis j'ajoute aussi 2 autres choses, c'est qu'il a essayé de prendre, voilà, de me chasser, de prendre ça. Le problème, c'est que dans l'esprit de 95% des Français, c'est quelqu'un d'extrême droite. Donc c'est l'ancien vice-président du FN. Et donc les médias le mettent en avant parce que ça permet aux médias de faire croire que vouloir sortir de l'Union européenne, ça serait être d'extrême droite. C'est pour ça que les journalistes en permanence disent alors, est-ce que vous allez faire alliance? Est-ce que vous allez faire alliance? C'est exactement comme les Gilets jaunes, par exemple, quand on leur dit, ah ben voilà, je crois que ça avait été fait avec Éric Drouet, il me semble qu'à un moment, on avait voulu le faire passer pour quelqu'un d'extrême droite. Oui, hein, ça c'est vrai. C'est toujours ça. On essaie par l'amalgame. Les gens se disent, oh là là, voilà. Et donc, on a essayé de faire passer certains dirigeants, enfin, c'est pas des dirigeants, mais ceux qui sont sortis un petit peu devant les médias, etc., du mouvement des Gilets jaunes, on essaie de les faire passer pour des extrémistes. Ben, c'est exactement ça. Pour ça que Philippot, il est poussé en avant sur la scène. Et puis j'ajouterai encore pour ce qui définit le personnage, vous avez vu qu'il a quand même eu cette indécence, d'abord de se mettre un gilet jaune, de mettre un copain qu'il a avec lui, et quelques personnes qui sont ses collaborateurs leur faire mettre un gilet jaune. Il s'agissait donc de manipuler l'opinion. Et vous avez vu qu'il est allé déposer le nom gilet jaune à l'Institut national. Alors là, ça c'était indécent. Moi j'ai trouvé ça indécent. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, ce que je vois, c'est que son truc n'a pas marché. Et moi, je pense que c'est un leurre, parce que vous savez, encore une fois, nous, on fait vraiment peur. Nous, on fait vraiment très peur, parce qu'on est incorruptible. Moi, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que je ne suis pas intéressé par l'argent. Voilà. 2, on peut corrompre aussi les gens par les honneurs. Moi, j'aurais pu être ministre. Hein. À l'époque, il y a 15 ans ou 20 ans, quand j'avais été dans les cabinets sous Chirac. Bon. Je ne l'ai pas voulu. Donc, on ne peut pas me corrompre en me proposant un poste honorifique. On ne peut pas me corrompre en me proposant de l'argent. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste à m'empêcher de parler et me calomnier en disant c'est un complotiste, un conspirationniste. Voilà. C'est la raison très enfantin, mais... Et vraiment, je le pense profondément. Hein. Si vous voulez vraiment envoyer un message cinglant à Macron, celui qui vraiment le fera le plus peur, eh ben c'est exactement, vous votez l'UPR. Et si le 26 mai au soir, vous avez Gilles Boulot, vous savez, sur TF1, là, qui devient livide au moment où il commente les résultats, et puis il dit
Alors là, quelque chose de totalement inattendu. L'UPR fait une percée, le parti du Frexit, normalement, parce que vous savez, les sondages, ils nous donnent, il y a 1%. Eh bien, l'UPR fait une percée à 8 ou 9%, ils vont avoir des députés. C'est le populisme qui gagne, etc. Il va être là, et puis il va se tourner, il va dire qu'en pensez-vous, Bernard-Henri Lévy? Si vous voulez vous payer déjà cette bonne tranche de rigolade, vous votez pour nous.